Au sommaire de cette édition, Pâques 2017, célébrée par le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, MPDE. La mission chrétienne Vie abondante du prophète Anderson Sely a organisé une veillée de prière le 21 avril dernier. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait une apparition publique ce jeudi à Alger. Et en sport, la Fédération internationale de football a levé la suspension qui frappait la Fédération malienne de football. Bienvenue à vous dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion pour parler de la célébration 2017 de la fête de Pâques qui s'est tenue au ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation MPDE dans le temple de la Cité Dorée d'Abidjan à Nono. À l'instar des différentes communautés chrétiennes du monde entier, le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, Temple la Cité Dorée, dirigé par le couple Berger Kwaku, a aussi célébré la Pâque. En effet, ce dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques, les fidèles de la Cité Dorée ont rendu gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, dont ils commémoraient la glorieuse résurrection. La prophétesse Chris Kwaku a d'entrée de jeu donné la nature de la Pâque 2017. Sache que tu te trouves dans le surnaturel. Tout est possible à Dieu. La fête de Pâques. La Pâque de réjouissance. Répète avec moi. La Pâque de réjouissance. En outre, l'ointe de Dieu a décrypté le sens de la Pâque. Alléluia. La Pâque veut dire délivrance. La Pâque veut dire sortir de l'esclavage, de la servitude, de la prison, de la manipulation de Satan. C'est la sortie du peuple de Dieu en Égypte. Le point d'orgue de ce jour de Pâques a été ce moment où la prophétesse Chris Kwaku a dansé pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. En effet, poussée par l'Esprit de Dieu, la servante de Dieu a esquissé des pas de danse sous la puissance de Dieu, laquelle puissance a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en la démonstration de la puissance de Dieu, comme le déclare 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Cette puissance, Dieu l'a encore manifestée ce jour de Pâques. Conduite par le Saint-Esprit, la prophétesse Chris Kwaku a dansé avec des fidèles et la puissance de Dieu a visité ceux-ci par son onction de guérison et de restauration. Plusieurs familles composent la Cité Dorée. Ces familles, constituées d'hommes et de femmes, ont esquissé des pas de danse pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. Les fidèles de la Cité Dorée sont repartis chez eux, transfigurés. La mission chrétienne Vie abondante du prophète Anderson Sely a organisé une veillée de prière et d'évangélisation le 21 avril 2017 dans la commune de Port-Bouët à Abidjan. Une grande veillée de prière et d'évangélisation pour le gain des âmes s'est tenue dans la commune de Port-Bouët le vendredi 21 avril 2017. Ce moment de célébration a été organisé par la MCVA, Mission chrétienne Vie abondante, dirigée par le prophète Anderson Sely. Cette grande veillée a été marquée par la présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. En l'occurrence, le révérend Mian Léon qui s'est adressé au peuple. Les chrétiens veulent lier les vies aux hommes qui sont au pouvoir, aux civils encore là. Je connais le maire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais une chose. Si ma fondation est détruite, si j'ai renversé la fondation de la malédiction, tout me célébrera, tout m'appréciera, tout viendra vers moi. Je vais attirer la richesse comme des éléments. Ton histoire, c'est ta fondation qui te gère. Vous n'avez pas vu la réussite de Joseph n'est pas cachée dans ses songes. La Bible nous dit, à la fin de sa vie, son père, en le bénissant, dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile.
Il se sort d'un arbre qui pousse, un arbre fertile, c'est pourquoi il a réussi. Ce n'est pas ses rêves. C'est sa fondation. Il sort d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des fondations pures, des fondations éternelles, des fondations bénies, des fondations prospères, des fondations riches, des fondations qui traitent de l'or, de l'argent et des troupeaux. Lui, donc, il vient d'une fondation bénie. C'est ta fondation qui fait que toi, tu dors toujours dans le cours commun. Quelque part où tout le monde se lave, tu vois la douche est vert. Toi, tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu as quel problème? Qu'est-ce que tu t'as quitté là-bas? Ce soir, c'est ta dernière fois de pleurer. Ce soir, tu vas sortir de cette pauvreté, cette misère. Tu n'as pas été créé pour ça. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu se sont succédés sur le pupitre pour donner la nourriture spirituelle au peuple venu nombreux. Une occasion bien saisie par l'initiateur de ce programme, le prophète Anderson Sely, pour se prononcer sur l'objet de cette évangélisation. Ce programme avait pour but d'annoncer Christ. Ce programme avait pour but de prêcher le royaume de Dieu. Ce programme avait pour but de racheter les âmes, d'amener les âmes perdues dans la maison d'Israël. Et donc, cela a été possible grâce au soutien de mes frères, grâce au soutien de mes amis. Je veux dire merci au Seigneur parce que je crois qu'avec cette veillée, il y a eu un plus encore qui s'est ajouté dans nos vies. Ce moment de célébration était pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Entamons à présent la page africaine de cette édition et nous débutons par la Namibie où le président Adjei Jangob a appelé à un dialogue national sur les inégalités économiques qui existent dans son pays. Devant le Parlement namibien où il s'est adressé à la nation mardi, le président de la République, Adjei Jangob, a appelé à un dialogue national sur les inégalités économiques dans son pays. Malgré des progrès enregistrés dans le secteur économique depuis 1990, les inégalités et la pauvreté continuent de constituer un défi majeur dans la politique du président Jangob. Je crois que tout comme nous avons décidé de participer à un deuxième dialogue national sur la question de la terre, nous pouvons envisager d'en faire de même sur les inégalités. La Namibie a l'avantage de profiter de relations raciales positives qui se prêtent à des discussions franches, difficiles et nécessaires sur les solutions pour réduire les inégalités. Le produit intérieur brut namibien a effectué un bond considérable. En 1990, il était de 402 millions de dollars. En 2016, il a atteint 11,6 milliards de dollars. Le revenu par habitant, lui, est passé de 175 dollars en 1990 à 4 971 dollars en 2016. J'aimerais inviter à nouveau le secteur privé à considérer à titre d'une contribution minimale des programmes de partage et de propriété pour les employés. C'est décourageant de constater que des travailleurs, dont certains ont travaillé pendant 40 ans pour le même employeur, ne reçoivent au moment d'aller à la retraite qu'une maigre prime. Ministre namibien du Commerce et de l'Industrie, puis Premier ministre à 2 reprises de 1990 à 2002 et de 2012 à 2015, Adjei Jangob est élu président de la République le 21 mars 2015. Il est le chef de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, parti socio-démocrate. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait ce jeudi une apparition publique afin de participer aux élections législatives dans son pays. Il est venu montrer qu'il est toujours présent. Entouré par ses proches, Abdelaziz Bouteflika fait son apparition dans ce bureau de vote d'Alger. Une image rare, le président algérien ne se montre quasiment plus en public depuis sa dernière prestation de serment en 2014. Une absence de la scène politique qui contribue à alimenter le ras-le-bol de nombreux Algériens. Ils nous font sans cesse de fausses promesses. Aucun d'entre eux ne m'a convaincu. Ils se moquent des jeunes. On vit dans la misère ici. On n'a pas d'emploi. On ne peut même pas fonder une famille. Rien. Pour ces électeurs, au contraire, voter est une évidence. Je suis venu voter parce que c'est un devoir pour nous. Pour l'avenir de notre pays, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de tout le monde. Un droit, c'est une obligation. Et voilà, il faudrait que les choses changent. J'espère que les choses changent et vont évoluer positivement pour tous les Algériens et les Algériennes surtout. La coalition parlementaire au pouvoir part favorite pour ce scrutin, dominée par les enjeux économiques.
Le pays traverse une crise sévère en raison de la chute des revenus du pétrole. Les résultats du vote doivent être annoncés vendredi. Après plusieurs semaines de rupture de stock de produits pétroliers, le gouvernement congolais a annoncé la relance du secteur. La congolaise de raffinage, Coraf, la principale usine de raffinage du pays, va reprendre très bientôt ses activités. Après plusieurs semaines de rupture des stocks des produits pétroliers, le gouvernement congolais annonce la relance du secteur. La congolaise de raffinage, principale usine de raffinage de produits pétroliers du pays, va reprendre ses activités techniques, stoppées pour des réparations de routine. Pour pallier le manque de ces produits pétroliers, le gouvernement annonce en outre la construction d'un oléoduc de 1200 km qui va relier les villes de Pointe-Noire au sud et Ouesso au nord. L'étude sur la construction de cet oléoduc est en cours d'achèvement entre les différents acteurs de la mise en fonctionnement. Selon Norbert Mabiala, le directeur des études et du développement de l'aval pétrolier à la Société nationale des pétroles du Congo, ce pipeline répondra aux besoins de la consommation nationale qui connaît une croissance actuelle de 5% chaque année. La consommation des produits pétroliers a triplé au Congo en 15 ans, passant de 250 000 à 800 000 tonnes par an, ajoute-t-il. Le Congo connaît une nette augmentation de sa production pétrolière. Entre 2016 et 2018, elle devrait croître de 118 000 barils par jour. L'Afrique du Sud a décidé de se lancer à la conquête des entreprises étrangères. Le ministre des Finances a estimé que son pays est une porte d'entrée pour les entreprises sur le continent africain. Le ministre des Finances de l'Afrique du Sud affirme que l'économie dynamique de son pays est une porte d'entrée pour les entreprises vers le continent africain. Maloussi Gigaba s'est adressé mercredi aux présidents directeurs généraux des entreprises locales et internationales au cours du Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tient à Durban en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est ouverte aux entreprises car nous avons été déclassés. Notre économie reste dynamique. C'est l'économie la plus avancée sur le continent africain et nous continuons d'être une porte d'entrée. Très fortement intégrée dans le continent africain. L'Afrique du Sud se remet progressivement d'une crise politico-économique grave à la suite du limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan par le président Jacob Zuma. La page internationale s'ouvre avec les États-Unis où le président américain Donald Trump fera ses premières visites officielles en Arabie Saoudite et en Israël. L'Arabie Saoudite et Israël seront les deux premières destinations étrangères du président Trump. Le locataire de la Maison-Blanche l'a annoncé après avoir signé un décret sur la tolérance religieuse ce jeudi. L'occasion pour lui de relancer le processus de paix israélo-palestinien comme il s'y était engagé et de faire avancer la coopération antiterroriste. Ces visites auront lieu avant les réunions du G7 et de l'OTAN, a déclaré Donald Trump, et commenceront par un rassemblement historique de dirigeants de tout le monde musulman en Arabie Saoudite. C'est là-bas que nous commencerons à bâtir une nouvelle fondation de coopération et de soutien à nos alliés musulmans pour combattre le terrorisme, l'extrémisme et la violence. Donald Trump a pris soin de réchauffer les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, distendu sous Barack Obama. L'allié historique des Américains n'a pas été visé par son décret anti-immigration. Le président évoquera durant son voyage les menaces de l'État islamique et de l'Iran, a précisé la Maison-Blanche. Il sera reçu dans la foulée au Vatican par le pape François afin de compléter une tournée des centres des trois religions monothéistes. Nous restons aux États-Unis, mais cette fois pour parler de l'overdose, qui est devenue la première cause de mort accidentelle. Une épidémie née il y a près de 10 ans de la commercialisation de médicaments au passé. 2 semaines avant son 28e anniversaire, Ryan décède d'une overdose dans les toilettes d'une grande surface. Dans leur maison de Virginie occidentale, dans le nord-est des États-Unis, ses parents gardent de lui le souvenir d'un enfant gentil, mais incapable de lutter face à son addiction, l'héroïne. On a essayé qu'il s'implique, qu'il cherche de l'aide. Je crois que tu as même supplié un policier de l'arrêter après une de ses overdoses pour le mettre en sécurité, l'éloigner de ça. On a tenté tout ce qu'on pouvait pour l'aider.
Les Brown font partie des milliers de familles touchées par la vague d'addiction aux opiacés qui ravage les États-Unis. En Virginie occidentale, plus de 800 personnes sont mortes d'overdose l'an dernier. Et le nombre de victimes continue de grimper. Tout le monde, tous mes amis, tous ceux que je connais en prennent. Je connais des gens qui étaient totalement contre il y a 2 ans et qui maintenant en prennent. Le problème est né il y a une dizaine d'années, avec la mise sur le marché de millions d'antidouleurs à base d'opium, particulièrement addictifs. Les médicaments les plus dosés sont désormais interdits, mais les toxicomanes s'approvisionnent sur le marché noir ou bien plongent dans l'héroïne. La police et les services de secours sont submergés. Je dirais que 90% de ce qu'on traite est lié à la drogue. Quoi que nous fassions, il y a toujours plus et plus et plus d'opiacés inondant notre région et notre zone. Associations et autorités locales essaient d'enrayer le phénomène. Mais de nouveaux problèmes surgissent. Dans cette clinique, on tente de contenir une potentielle épidémie d'hépatite en fournissant des aiguilles propres. L'overdose est aujourd'hui la principale cause de mort accidentelle aux États-Unis. Les laboratoires pharmaceutiques, à l'origine de la distribution de ces opiacés, rejettent à ce jour toute responsabilité. Plusieurs milliers de fonctionnaires turcs ont été limogés dans le cadre de la répression menée depuis la tentative de putsch qui a eu lieu en juillet 2016. De cette université, d'autres vont certainement devoir fermer. Ankara vient de procéder à une nouvelle purge. En tout, 3974 fonctionnaires, militaires et gendarmes. Parmi eux, 1127 employés de la justice, y compris des greffiers et des surveillants de prison, 484 enseignants et 201 membres du ministère des cultes. Tous considérés par les autorités turques comme une menace. Ces fonctionnaires s'ajoutent aux 120 000 qui ont déjà été renvoyés depuis le coup d'État manqué de juillet dernier. Depuis, 40 000 personnes ont également été arrêtées. Le gouvernement turc affirme qu'ils sont des partisans du prédicateur en exil, Fethullah Gülen, l'ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan. Autre suppression, les programmes télévisés de rencontres, jugés contraires à la culture turque. Quant à l'encyclopédie en ligne Wikipédia, son accès a été bloqué. Le site est jugé obscène par Ankara. Dans les zones rurales de la France, l'on espérait porter au pouvoir l'extrême droite. Dans le village de Puget-Ténier, situé près de Nice, les habitants ont massivement voté contre les partis de gouvernement et pour les candidats anti-système. Reportage. Un village idyllique des Alpes-Maritimes, prêt à renverser le système. À Puget-Ténier, le Front National a fait près de 37% au premier tour. Léo Velloutini aime l'idée de la préférence nationale voulue par le FN. Mais il est surtout séduit par le côté anticapitaliste du parti. Je pense que les gens reprochent à tous les dirigeants de favoriser les financiers, les assureurs, les banquiers, au détriment des gens. Aujourd'hui, je pense que la richesse est énorme, mais elle n'est pas assez partagée. Dans cette bourgade de 2000 habitants, le chômage dépasse les 12%. Le maire dénonce des normes imposées par les grands groupes qui étranglent les agriculteurs. Pour lui, l'affaire Fillon et les soupçons de connivence entre finance et politique sont autant de facteurs de la montée des extrêmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la moralisation politique. Aujourd'hui, l'homme politique, il est amalgamé à quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour arriver, qui fait tout ce qu'il peut pour aider ses copains. Vous le voyez bien, quand il y a un maire qui est mis en examen, pour des raisons personnelles, c'est tout le quota politique qui en prend les conséquences. Comme 18% des électeurs du village, ce paysan indépendant a voté Mélenchon au premier tour. Avant tout par conviction écologiste. Pour lui, les affaires marchent. Il vend ses légumes et ses œufs bio directement aux riches consommateurs de Nice et de Monaco. Mais contrairement à lui, les agriculteurs conventionnels, souvent en grande difficulté financière, ont voté massivement pour le FN. Ce vote de rejet, souvent il est parce qu'on attendait mieux, mais on n'a pas fait en sorte aussi. Enfin, je veux dire, nous, à l'heure actuelle, on se donne les moyens. On est petit, mais on se donne les moyens, on se fédère. Plus on s'éloigne des grandes villes, plus le vote Front National semble fort, poussé par le chômage et le déclin de l'agriculture. Paradoxalement,
Les problèmes liés à l'immigration ou à la sécurité, thématique de prédilection du Front National, y sont quasiment inexistants. En Allemagne, la peur du retrait de l'Union européenne a envahi tout le pays. Chaque semaine, les europhiles se rassemblent afin de montrer que l'idée européenne doit résister aux crises. Pulse of Europe, c'est le nom de ce collectif qui s'est réuni ce dimanche à Berlin pour appeler à une Europe démocratique et toujours unie. Comme chaque semaine, ces europhiles militants se rassemblent pour montrer que l'idée européenne, si elle vacille souvent aujourd'hui, peut résister aux crises. Le Brexit acté, c'est un hypothétique Frexit qui inquiète aujourd'hui. C'est super cette manif, c'est très important d'être là. Évidemment, rester assis chez soi, c'est plus facile, mais ne pas rester à l'écoute, c'est dangereux. La présence de Marine Le Pen et de son euroscepticisme au second tour de la présidentielle française inquiète même les plus jeunes. La France doit rester dans l'Union européenne car sinon nous ne pourrons plus manger de fromage français. Et moi le fromage, c'est ce que je préfère. Et c'est l'hymne européen qui a résonné à Berlin, à Francfort et dans d'autres villes allemandes tout l'après-midi. Le Hamas palestinien a annoncé ce lundi, pour la première fois de son histoire, avoir accepté l'idée d'un État palestinien limité aux frontières de 1967. Pour la première fois de son histoire, le Hamas n'appelle plus à la destruction d'Israël. Le mouvement islamiste palestinien a rendu public son nouveau programme politique lundi soir. Principale modification, la reconnaissance de l'État palestinien dans les frontières de 1967, avant l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Le Hamas considère que la mise en place d'un État palestinien entièrement souverain, avec Jérusalem pour capitale dans les frontières du 4 juin 1967, et avec le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs maisons dont ils ont été expulsés, est une formule de consensus national. Le texte insiste également sur le caractère politique et non religieux du conflit avec Israël, expliquant que le Hamas ne se bat pas contre les Juifs, mais contre ce qu'il appelle l'occupation et le projet sioniste. Par ailleurs, le mouvement palestinien annonce la fin de sa collaboration avec les frères musulmans. Pour Israël, ce document n'est que de la poudre aux yeux. Le Hamas rejette toujours le droit de l'État hébreu à exister et soutient la lutte armée. Le but du Hamas, c'est clairement de réduire les pressions politiques à son encontre. Ils essaient de se moquer du monde en disant « Nous ne sommes pas aussi méchants que vous le pensez ». Mais quand vous regardez vraiment ce qu'ils disent à leur peuple, ils appellent quotidiennement à détruire Israël et à tuer tous les Juifs. Avec cette nouvelle doctrine, le Hamas, considéré par de nombreux pays comme un mouvement terroriste, cherche à revenir dans le jeu des négociations internationales. Il s'agit également d'un geste de réconciliation adressé au Fatah, l'autre grande formation politique palestinienne, 48 heures avant la rencontre prévue entre Donald Trump et le leader du Fatah, Mahmoud Abbas. Et du sport dans ce journal, nous parlons à présent de la Fédération internationale de football, la FIFA, qui a levé la sanction qui frappait la Fédération malienne de football. Suivons ce reportage pour plus de détails. La FIFA a levé samedi la suspension qui frappait la Fédération malienne de football depuis le 16 mars après la réinstallation par le pouvoir politique de son comité exécutif. Une suspension qui est intervenue après une ingérence du gouvernement qui avait dissous la Fédération malienne de football qui souffrait de crise intestine. Conscients de ces conséquences, les membres de la Fédération malienne de football et du gouvernement se sont rencontrés en début de semaine pour aplanir leurs différends. L'une des résolutions importantes prises à l'issue de ces rencontres est la décision du gouvernement le 27 avril de remettre en place le comité exécutif de la FEMAFOOT dissous en mars. Aussitôt informée, la Fédération internationale de football a levé sa suspension qui a duré une quarantaine de jours. En Libye, le bodybuilding féminin est en plein essor. Des femmes comme Fatia Al-Amami sont des silhouettes féminines dorées dans les salles de sport fréquentées habituellement par les hommes.
C'est dans cette salle de sport de Benghazi en Libye que Fathia Al-Amami prépare sa première compétition internationale de bodybuilding. Dans ce pays conservateur où les femmes ne sont pas les bienvenues dans les salles fréquentées par les hommes, elle est la seule silhouette féminine tolérée ici. L'été prochain, elle défendra les couleurs de la Libye dans un tournoi en Biélorussie. Je suis la première championne de Libye, grâce à Dieu. J'ai participé pour la première fois à une compétition en 2012, lors de la finale de la région de l'Est. Et la deuxième fois, c'était au championnat en mars 2017. Il y aura un autre championnat en Libye en octobre. Et j'irai maintenant représenter la Libye en Biélorussie cette année pendant le Ramadan, si Dieu le veut. Pour permettre à cet athlète de 48 ans d'attaquer ce premier rendez-vous international dans de bonnes conditions, son entraîneur sollicite le soutien du mouvement sportif libyen. Nous espérons que le syndicat sportif libyen soutiendra cette femme, même si c'est seulement en l'encourageant, en lui offrant de bons vêtements ou de la nourriture ou même des mots positifs, parce que vous savez comment les choses sont dans le pays. Donc j'espère qu'elle sera encouragée afin qu'elle soit motivée à faire mieux. Fathia était elle-même entraîneur avant de se laisser convaincre par ses amis et sa famille de se lancer dans la compétition. Elle sera la seule femme de la délégation libyenne qui sera composée d'une vingtaine de membres. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que se termine ce point de l'actualité. Restez bénis.